Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille Présidente. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gaulle, puisque le 18 juin dernier, on a fêté les 80 ans de l'appel du général de Gaulle à la BBC, le 18 juin, qui est un appel de résistance contre le pouvoir mis en place au gouvernement par Pétain. Donc, qui était tout simplement le général de Gaulle a refusé cette décision du gouvernement en place de signer l'armistice avec les Allemands et de coopérer. Donc pour lui, il voulait c'est pour ça qu'on l'appelle le chef de la France libre, vu qu'il a souhaité bien évidemment que la France reste souveraine. Donc, avant de vous en parler un peu plus, voilà, il y a ce film qui est magnifique, qu'il faut vraiment aller voir au cinéma, où Charles de Gaulle est interprété par Lambert Wilson, qui donne vraiment toute l'humanité au personnage, je veux dire, parfois, qu'on n'a pas forcément mmh, eu ou reçu comme idée, en fait, du personnage, qui est quand même décrit comme un malabar de la politique, de la résistance. Et vraiment, il donne vraiment une très belle image, je trouve, de Charles de Gaulle, comme un père aimant, comme un mari aimant. Vraiment, c'est très touchant de voir aussi comment certains faits de société ont pu être traités en 1940, comme le fait est que Charles de Gaulle ait eu une petite fille trisomique, Anne. Et d'ailleurs, sa femme, Yvonne de Gaulle, ouvrirait un centre pour jeunes filles voilà, handicapées en 45. Donc vraiment, je trouve que c'est un film qui était très touchant parce que c'est un biopic, donc qui retrace la vie, pas forcément toute la vie, mais qui vraiment, c'est plutôt autour de l'année 1940 que le film se déroule. Voilà, la vie avant le 18 juin 1940 et un peu après. Et en même temps, c'est vrai que donc en fait, finalement, le film retrace une courte vie de Charles de Gaulle. Et c'est vrai que l'image qu'on a de ce héros de la France libre qui s'est opposé au maréchal Pétain, qui voulait signer l'armistice avec les Allemands, etc., et qui résiste grâce à l'appui de Churchill, c'est vrai que c'est un peu la vision idéalisée qu'on a de ce héros qui était en fait un rebelle et qui a eu beaucoup de problèmes avec, notamment après 1940, avec le pouvoir mis en place. Il a longtemps, avant d'être au règne réellement de la France, il a été évincé de son rôle de secrétaire d'État de la guerre lorsqu'il avait été nommé par le président du Conseil Reynaud, qui a été ensuite écrasé par Pétain, qui a pris sa place et qui, après l'appel du 18 juin 40, qui a même retiré euh, Charles de Gaulle de ses fonctions de secrétaire d'État à la guerre et à la défense. En fait, il a fait que 10 jours en tant que secrétaire avant ce putsch, on peut en parler. Et puis après, on lui a même envoyé une lettre comme quoi il était déchu de sa nationalité française, déchu de ce poste de secrétaire d'État, parce que cet appel à la résistance, c'était en fait c'était contre le pouvoir établi. Donc finalement, c'était pas quelque chose qui était à l'ordre de bon goût. Et d'ailleurs, en 41 en France, sous Pétain, eh ben, c'était passible de 2 ans de prison que d'écouter la radio de ceux qui étaient. On avait d'un côté les pétinistes qui étaient pour De Gaulle des défaitistes, et puis de l'autre côté, vous avez la France de la résistance, donc les gaullistes. Et donc, du coup, vous étiez passible de 2 ans d'emprisonnement si vous étiez du côté de Charles de Gaulle et si vous étiez dans la résistance. Parce que le pouvoir mis en place par Pétain, c'était tout simplement de rester, voilà, de signer l'armistice et de capituler face aux Allemands. Alors, grâce à Churchill, on a pu résister, mais ça a amené aussi beaucoup de conflits d'intérêts parce que finalement, les alliés de la France ne voyaient pas d'un si bon œil, en fait, Charles de Gaulle. Il n'était pas très apprécié, que ce soit de Churchill ou comment il s'appelle, le président, c'est pas Eisenhower, mais Roosevelt. Donc, vous aviez Roosevelt. Alors, tout ça, c'est pas expliqué dans le film, parce que dans le film, c'est que ça s'arrête à l'appel du 10 juin, à peu près. Mais voilà, à l'époque, vous aviez donc les Alliés
de la France, donc les États-Unis avec Roosevelt et, et comment dire, et Churchill. Mais en fait, l'aide qu'octroyait Churchill, que ce soit Churchill ou Roosevelt, c'était avec des intérêts cachés. On le voit bien parce qu'au Moyen-Orient, on voit bien que les colonies françaises, sous prétexte que, bon, quand même, il a eu le soutien de l'armée d'Angleterre, il a eu le soutien financier aussi de Churchill pour pouvoir voilà, mener front. La France n'avait pas de moyens voilà, pour faire face à l'invasion. Donc là, il y a eu ce soutien financier pour pouvoir continuer la guerre, mener la guerre en France. Et, euh, et du coup, ce qui était important pour les Anglais, en fait, c'était que la flotte française ne soit pas prise d'assaut par les Allemands. Donc, du coup, Charles de Gaulle a eu l'intelligence, en fait, lorsqu'il en était encore temps, d'envoyer vraiment voilà, une flotte, un navire français en Angleterre, donc un navire qui s'appelait Pasteur, et pour que bah, déjà celui-ci soit sauvé, et, et pour que aussi bah, les Anglais aient une garantie pour s'allier aux Français face aux Allemands. Donc une fois que la garantie était là, ils ont pu faire le deal, quoi, on va dire. Et tout ça, c'était encore quelque chose qu'en tant que secrétaire d'État attaché à la guerre, etc., euh, Charles de Gaulle a fait, mais sans en avertir son Premier ministre, enfin sans en avertir personne. Donc c'était vraiment un acte de rébellion, en fait, qu'il faisait à l'époque, hein. C'est pour ça qu'après, il a eu cette lettre, vous êtes déchu de la nationalité, vous êtes déchu de votre rôle de secrétaire d'État. Après, il est devenu chef de file de la France libre et de la résistance. Et donc après ça, en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment un grand conflit d'intérêts en fait entre l'Angleterre, les États-Unis et la France, puisqu'au Moyen-Orient, où il y a les colonies euh, euh, françaises, les Anglais, les Américains veulent mettre la main dessus. En fait, pour eux, on n'est plus que des pantins. On se dit et ils se disent que de toute façon, d'un jour ou l'autre, les Américains en fait avaient pour souhait d'asservir la France. Ils voyaient les Français. On sait que pour le débarquement de Normandie en 1944, on nous dresse le plan de l'Amérique qui est venue aider la France pour nous sauver des Allemands, alors qu'en fait, c'était pas du tout. Il y avait une volonté derrière Roosevelt et Eisenhower, qui était le général aux commandes des armées américaines, de vouloir venir en France et d'asservir la France. D'ailleurs, il y avait un plan qui s'appelle AMGOT, qui était en train de former 200 préfets en 2 mois, 200 Américains, pour qu'ils deviennent des préfets sur Paris. Et ils étaient en train d'imprimer des billets pour de monnaie, des dollars, pensant que une fois arrivés, une fois installés, une fois l'aide apportée à la France contre l'invasion allemande, eh ben, ils pourraient tout simplement asservir la France comme une énième colonie. Alors, ce qui est très drôle parce que c'est pas du tout la vision qu'on nous donne à l'école de ce qu'a pu être la Seconde Guerre mondiale. En fait, on se dit que oh, les grandes embrassades, les Américains, c'est nos amis, alors qu'en fait, pas du tout. Les Américains, ils ont toujours voulu asservir, ils nous ont vus. Et en plus, le pire, c'était que Churchill, à maintes reprises, ce débarquement, il l'a dit la veille au général de Gaulle. Le général de Gaulle n'était pas au courant que les Américains allaient arriver autant en force. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans l'histoire parfois qu'on ne dit pas. C'était pas forcément un coup de main qu'ils allaient nous donner, hein. C'était aussi une volonté de nous asservir, en fait. Donc, heureusement qu'on a eu De Gaulle qui a pu me taper du poing sur la table. Il y a même Eisenhower qui voulait faire un discours, justement, pour expliquer aux Français qu'il fallait se soumettre à la nouvelle autorité américaine et qu'il espérait qu'ils allaient comprendre que voilà, l'Amérique était maintenant là et qu'il fallait en force et en nombre. Et donc, il fallait tout simplement obéir aux nouvelles directives données par les sauveurs. Donc, c'est assez drôle, je trouve, en fait, c'est un point de l'histoire qui est assez drôle. Mais on voit surtout le courage de Charles de Gaulle qui s'est jamais démonté. Et vous voyez ce débarquement de Normandie des Américains qu'on nous explique comme, oui, nous ont aidés sur les côtes normandes. Pas du tout.
en fait, c'était un espèce de complot contre Charles de Gaulle et contre la France, qui avait été tramé depuis les accords de Téhéran lorsque Staline, Eisenhower et Staline, Roosevelt, je vais y arriver, Roosevelt et, et Churchill, et voilà, ils se sont réunis à Téhéran sans consulter de Gaulle. Voilà, ils se voyaient déjà écraser la France, en fait. Tout était dit entre eux, mais de Gaulle n'était pas au courant. Ça fait qu'il a été prévenu très tardivement. C'est peut-être pas 1 heure avant, mais qu'est-ce que je raconte? C'était un jour ou maximum 3 jours avant du débarquement de la Normandie, des Américains sur les côtes normandes. Et bon, la volonté des Américains était là, quoi, pour nous asservir. Mais c'est grâce à De Gaulle qu'aujourd'hui, il a fait comprendre à Eisenhower que c'était pas possible, que sa volonté d'asservir les Français en période de crise comme ça, c'était pas possible parce que tout simplement, il avait assez d'autorité pour se faire entendre. Voilà, c'était quelqu'un qui était redouté parce que, souvenez-vous, donc De Gaulle en 40, il est déchu de son poste de secrétaire d'État. En 43, on met, enfin même après, on met Giraud en fait à sa place, qui essaye comme ça pendant 2-3 ans, avec qui il doit entre guillemets coopérer, parce qu'il est toujours celui qui a le plus de légitimité, qui s'impose le plus, parce qu'il est le chef de la France libre. Il a beaucoup de gens qui le soutiennent. Et avec Giraud, il essaye de, qui a été appointé par tout simplement par les États-Unis. Voilà, il a été mis en place par les États-Unis, par Roosevelt, tout simplement. Et ben, Giraud, lui, c'est un pantin, alors il obéit à tout. Voilà, il est français, hein, mais il obéit à tout ce qu'on lui dit, à tout ce que les Américains, Churchill, etc. Et finalement, il perd un peu ce bras de fer contre De Gaulle qui veut lui reprendre. C'est un binôme. En fait, si vous voulez, De Gaulle a été mis à côté de Giraud en tant que binôme, mais sans vraiment la légitimité, avec de la légitimité, mais sans avoir le titre qui lui accède vraiment un faire-valoir. Donc il est un peu en réserve, mais il est très présent sur la scène, au point où, bon, bah, Giraud, voilà, au bout d'un moment, 2-3 ans, il se dit, bon, bah, c'est Charles de Gaulle qui mérite les honneurs et qui mérite de prendre les rênes de la France, quoi, tout simplement. Donc même, c'est pour ça que je vous dis que vraiment, il est Charles de Gaulle a beaucoup été entouré de traîtres, hein, notamment dans le corps de l'armée, ceux qui dirigeaient les plus hautes fonctions de l'armée en France à ce moment-là, Giraud. Mais il a tenu tête. Il s'est jamais, il s'est jamais dégonflé. Voilà, il a toujours été fidèle à lui-même, quoi. Et c'est vraiment un homme avec un sang-froid exceptionnel. Il a toujours été rebelle. Il a toujours été contre les enseignements établis. Et c'est vraiment un très beau parallélisme en fait que fait François Asselineau, le président de l'UPR. Je vais vous mettre le lien sur la commémoration du 18 juin 1940 qu'il a faite, qui est sur... c'est le parcours d'un homme exceptionnel en fait, Charles de Gaulle. C'est vraiment un homme exceptionnel. Il y a pas d'autre mot en fait. C'était un rebelle dans l'âme depuis le départ. Il avait compris qu'à l'armée, il y avait le, les enseignements, c'était pas ce qu'il fallait pour redresser un pays. Et très jeune, il a écrit des essais, il a écrit des livres sur comment diriger une armée. Et du coup, il était en avance. Enfin, en fait, c'est comme si quand il parlait, il avait 10 coups d'avance. Et quand il réfléchissait, euh, il avait déjà 100 coups d'avance, en fait. Enfin, c'était quelqu'un, je ne sais pas comment vous dire, mais qui était visionnaire, en fait, sur son temps. Voilà, alors je vous invite à aller voir en bas le lien de la commémoration du 18 juin 1940 sur De Gaulle et d'aller voir le film. Et je vous ai mis aussi le lien de ma participation au journal télévisé de l'UPR que j'ai fait juste avant le confinement. Et j'espère avoir l'occasion de pouvoir repartir sur les plateaux télé bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent dimanche et une très bonne semaine si vous regardez voilà, cette vidéo un jour de la semaine. Ciao!